je m'appelle Marie-Thérèse Labitrie. Je suis une femme. J'étais, du temps de mon activité professionnelle, professeure de français dans un collège à Quesneuil, collège laïque. Et je suis native du Tarn-et-Garonne, mais je suis une Villeneuvoise d'adoption, très heureuse. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce territoire et je m'y sens bien. Et j'appartiens à la tranche d'âge des 61-66. Alors, ce territoire de vie, donc, le Lot-et-Garonne, je l'ai découvert pour la première fois lors de ma nomination dans le collège de Quesneuil. Et je l'ai aimé. Il est très proche de mon département d'origine, le Tarn-et-Garonne, donc marqué par la ruralité, par des paysages traversés de rivières, par les bois, par une campagne variée, très bucolique, par les plantations. Et c'est un paysage que j'aime parce qu'il est rattaché à toutes les émotions de mon enfance. J'aime aussi particulièrement le Lot-et-Garonne, les villages, l'architecture, le passé médiéval, les couleurs ocre de la pierre, le charme de ces vieux villages qui ont gardé leur aspect intact, hein, qui viennent directement du passé. Et c'est donc un milieu dans lequel je me sens bien. C'est vrai que j'aurais difficulté à vivre dans un pays sans cœur historique, sans justement cette forte présence du passé, non pas par passéisme, mais je pense que pour vivre le présent et se projeter dans l'avenir, moi personnellement j'ai besoin aussi de la force du passé, que ce soit le passé personnel ou un passé qui s'inscrit justement dans les pierres, les villages, l'histoire collective. Alors, si je devais choisir une note allant de 1 à 10 pour la qualité de vie, en Lot-et-Garonne, je dirais 8. Je dois le justifier? Ça, c'est vous. D'accord. Alors oui, je dirais qu'il y a ce bon équilibre entre un tissu urbain proche de chacun et la présence de la campagne. Donc pour moi, c'est un équilibre important. Alors, les événements marquants de ce territoire. Alors, dans l'histoire du passé, je dirais, dans l'histoire médiévale, l'histoire qui relie le Lot-et-Garonne, la Dordogne, enfin, toute l'Aquitaine à l'Angleterre, hein, avec le mariage d'Aliénor d'Aquitaine, et qui est justement à l'origine de la présence de tous ces châteaux, et des villages perchés, des villages défensifs. Donc
qui donne aujourd'hui cette présence du passé. Et puis je dirais plus proche de nous, les événements marquants sont peut-être en lien avec les différentes migrations humaines, puisque le Lot-et-Garonne est une terre de migration, une terre d'accueil qui a vu de très importantes migrations d'hommes et de femmes dans l'histoire, avec des peuples qui se sont installés et qui ont donné au Lot-et-Garonne justement ce mélange d'une grande richesse et qui a créé un nouvel équilibre, puisqu'il y a eu au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au XXe, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols, des Polonais, les grandes migrations aussi. Avec le CAFI, nous avons eu aussi des Asiatiques, des personnes qui venaient du Maghreb. Moi, j'ai enseigné dans un petit collège où j'avais beaucoup d'élèves dont les parents étaient d'origine des pays du Maghreb. Et j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié ce mélange, et ces élèves m'ont d'ailleurs beaucoup apporté, beaucoup ouvert l'esprit. Voilà. Il est difficile de répondre à cette question. Si le territoire était une personne, quels seraient ses traits physiques, de caractère, de personnalité, son état d'esprit? Je ne peux pas donner une description objective. En revanche, je ne vois pas une personne avec des traits vraiment déterminés. Ce serait plutôt une personnalité. Je perçois le territoire comme multiple, avec des compétences, des richesses très diverses, avec un caractère accueillant, avec un lien à la terre, un lien, mais aussi à l'innovation, à l'esprit d'entreprise, la solidarité aussi, et des valeurs universelles. Voilà. Si ce territoire était un paradoxe. Je ne sais pas. Peut-être un paradoxe, mais il serait important de trouver un juste équilibre entre peut-être une forme d'immobilisme et un élan vers du nouveau, vers des liens plus en prise avec les besoins de chacun. Dans tout territoire, dans tout groupe humain, il y a des ferments de nouveautés, des ferments de compréhension à tous les problèmes, mais il y a aussi
une sorte d'attachement peut-être à des valeurs plus traditionnelles. Donc, peut-être. Là, je ne sais pas si ce territoire avait un secret. Je n'ai pas, je n'y ai pas pensé. Et alors le mot secret, tu as interprété de façon différente. Ça peut être un secret enfoui, un secret comme un secret de famille qui ne serait pas bon à dire, mais ça peut être aussi un secret dans le sens une ressource secrète et une réserve secrète de ressources. Donc je le verrais plutôt dans ce sens. Réserve secrète de ressources, ce serait plutôt pour moi, bien justement peut-être dans l'esprit de ce que vous faites ici à la Maison Forte et dans énormément de lieux, de tiers-lieux, de lieux innovants, de lieux qui pensent les liens entre les humains de façon différente, de façon plus solidaire et puis plus proche, pour pour créer aussi un univers plus juste, plus juste et avec des ressources mieux réparties. Je verrais plutôt comme ça. Je pense que c'est un territoire qui a beaucoup de richesses humaines et géographiques, agricoles, intellectuelles. Et ce serait plutôt cette source à creuser. Ah, pardon. Les richesses et les atouts, là, je viens d'en parler un petit peu avec la question précédente. Je crois qu'elle est sur le plan économique liée justement à toutes ces réflexions que les grands bouleversements mondiaux nous amènent à réfléchir, parce que il y a quand même qui nous touche la pandémie, le réchauffement climatique, du point de vue économique, notre grande dépendance dans ce que nous produisons et qui nous rend fragiles. Donc je pense que ces événements qui paraissent lointains mais qui sont les nôtres et qui nous affectent, très récemment aussi la guerre en Ukraine, qui est très préoccupante, peuvent nous amener à repenser une façon d'exister, une relation entre les humains, mais une relation aussi bien sûr à l'environnement, à la manière de cultiver la terre, à la manière d'enseigner, à la manière de répartir les richesses, de repenser nos systèmes de production dans tous les domaines. Et je pense qu'un des atouts du territoire de Lot-et-Garonne, c'est une terre liée depuis longtemps, je crois, à la production biologique. Et c'est aussi une richesse, puisque je crois que c'est le 2e marché biologique de France qui a été créé en 1975. Et il y a là une véritable, vraie réflexion et une histoire en marche, puisque la production biologique est déjà bien implantée et va aussi se développant.
j'essaie de penser à d'autres, sur le plan économique, où il y a peu d'industrie, mais on peut, je pense qu'il est possible de repenser des productions de proximité. Alors, ce que j'aime faire ici, que je ne pourrais pas faire ailleurs, ce que j'aime faire ici, tout d'abord, j'ai aimé enseigner. J'aime aussi, je n'en ai pas parlé, mais la richesse culturelle. Moi, je vis à Villeneuve, je suis attachée à cette petite ville et je trouve qu'elle a une grande vitalité culturelle. Il y a, pour une toute petite ville, un théâtre, un musée, une école d'art, un conservatoire, une maison des aînés, une maison des associations, avec de très multiples associations, ce qui veut dire quand même qu'il y a une prise de conscience sur l'action au niveau des gens, les gens ordinaires, pour agir collectivement dans des domaines très différents. Ça peut être des domaines de la culture, des domaines du passe-temps agréable, mais aussi du social, de l'entraide, de la solidarité, du soutien. Et je trouve que c'est un bassin de vie très plein d'énergie. Et ce que j'aime faire ici, donc dans cette deuxième vie qu'est la retraite, après donc une activité professionnelle, ce qui est mon cas, donc, eh bien c'est justement l'activité associative dans une association qui s'appelle l'UNAFAM, qui est l'Union nationale des familles et amis des malades psychiques, et qui consiste à soutenir les familles qui ont un proche malade psychique, mais c'est aussi créer des liens avec tous les soignants, tous les professionnels de la santé psychique, et de défendre justement les intérêts des malades, des familles, mais aussi travailler à la déstigmatisation pour mieux faire connaître ce qu'est la maladie psychique et le rétablissement aussi, parce que actuellement c'est une perspective pleine d'espoir. Alors, les manques et les faiblesses. C'est-à-dire que ça demanderait quand même une étude plus approfondie que je n'ai pas vraiment menée. Ça peut être à votre niveau. À mon niveau, d'accord, oui. D'accord. J'ai tendance à voir plutôt le positif que le négatif, mais je trouve qu'il y a quand même des relais, il y a quand même une assez bonne relation entre les associations et les décideurs, me semble-t-il. Peut-être une meilleure communication de ce qui existe, parce que les choses existent. Il y a énormément de ressources
qui existent sur le territoire, mais elles ne sont pas connues. Elles ne sont pas forcément connues par l'ensemble de la population. Ce qui fait que ce qui n'est pas connu revient à ne pas exister pour beaucoup, puisque c'est peut-être une valorisation. Ce qui manquerait, c'est une valorisation de tout ce qui existe dans des domaines très différents. Hein. Bon, moi, le domaine dans lequel j'agis, c'est celui de la santé, et dans le domaine très précis de la santé psychique. Mais justement, il y a énormément de ressources que nous nous attachons à faire connaître, mais qui sont souvent ignorées. Voilà. Et je pense que c'est peut-être ce qui est une faiblesse. Vraiment. On peut interrompre. Bien sûr. Oui, voilà. Parce que, si vous voulez, je pense que pour ces questions-là, qui sont quand même des questions qui demandent de se pencher sur la question. Par exemple, qu'aimeriez-vous pouvoir y faire que vous ne pouvez pas faire ici? Qu'est-ce qui vous en empêche? Enfin, moi, si vous voulez, dans mon rayon d'action, je ne vois pas trop ce que je ne peux pas faire ici. Voilà. C'est une réponse. Voilà. Et parce que je pense que ça ne dépend pas tellement du territoire qui n'offre pas de possibilités, c'est plutôt ensuite trouver les moyens humains, trouver par exemple, nous sommes des bénévoles, nous sommes une dizaine de bénévoles dans notre association, et c'est trouver davantage de bénévoles qui auraient envie de s'investir beaucoup. Voilà, c'est ça. Mais ça, ensuite, c'est un choix personnel. Je veux dire, c'est pas... Voilà. Oui. Je pense que ça demande quand même d'y réfléchir. Moi, je ne peux pas répondre comme ça, de façon... parce que ce sont des... Moi, je peux parler de ce que je vis, mais... comment dire... Ou alors, il faut que mes réponses soient beaucoup plus resserrées sur mon activité associative. Hein. Ça, pouvez-vous choisir D'accord. Pas. Parce que je n'ai pas de... Ça demanderait presque une étude économique, hein, une étude un peu... Je pense que là, l'idée, c'est vraiment... Oui, de moi. D'accord. Bon, je vais essayer alors de répondre. Alors, qu'aimeriez-vous pouvoir y faire que vous ne pouvez pas faire ici? Qu'est-ce qui vous en empêche? Pourquoi? On peut reprendre. Je vais essayer de trouver... C'est ouvert là? Oui, mais... Ah, d'accord. Ah, d'accord.
Alors, dans le cadre de notre activité au sein de l'association, nous pouvons organiser des formations pour les familles qui vivent avec les troubles psychiques d'un proche, mais nous les recevons bien sûr. Les empêchements tiennent uniquement à la capacité humaine des bénévoles qui ont des limites, voilà, dans ce qu'elles peuvent proposer et dans ce qu'elles peuvent aussi assumer. Mais je trouve qu'il y a quand même une forte participation dans notre groupe et des personnes très très motivées, très engagées. C'est ce qui permet, par cette énergie collective, d'agir et d'apporter des informations, des formations et une présence au plus près des problèmes des personnes. Alors, dans le cadre toujours de ces activités associatives, moi personnellement, je trouve que le développement est quand même bien engagé dans la mesure où nous pouvons utiliser par exemple les locaux de la mairie à la maison des associations. Nous avons aussi de nombreux autres lieux à notre disposition que les mairies peuvent prêter. Et nous avons aussi beaucoup de relais, beaucoup de partenariats avec d'autres associations ou les conseils locaux de santé mentale, par exemple, avec qui nous travaillons beaucoup, qui sont des relais très importants. Et nous travaillons souvent dans les groupes de travail pour la déstigmatisation et pour aussi travailler à mieux faire connaître et aller dans le sens d'une forme de bonne information sur la santé psychique. Donc, au niveau des partenariats, au niveau de l'écoute, au niveau de l'action collective, je trouve que c'est quand même un territoire plutôt dynamique. Alors, une idée même folle ou irréalisable pour amorcer une dynamique de mieux vivre ici. Moi, je dirais, ce qui manque peut-être, ce sont des logements inclusifs pour les personnes qui souffrent de maladies psychiques. Il n'y a pas suffisamment de lieux qui garantissent à la fois un accompagnement humain, collectif, mais qui garantissent aussi une vie indépendante, une vie autonome, libre, des personnes qui gardent absolument toutes leurs facultés intellectuelles. La maladie psychique n'est pas la maladie mentale, et qui soient pérennes, voilà.
parce que le vieillissement des parents constitue quand même une grande inquiétude pour le devenir de leurs proches. Donc peut-être, oui, pour cette partie de la population qui est d'une grande richesse, il y a beaucoup d'artistes parmi les personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Il y a énormément de... Ces personnes gardent toutes leurs facultés, toute leur capacité à créer, certains à travailler. Et il y a de grands progrès, oui, dans ce domaine. À réaliser. Alors, les problèmes de ce territoire. Alors, peut-être, premier problème au niveau collectif, peut-être un manque de propositions d'emploi. Deuxième problème, peut-être pas suffisamment de... Je pense que tout est lié, oui, problème d'emploi pour les personnes en situation difficile, précaire, peut-être de logements sociaux, ou insuffisants peut-être. Je ne vois pas d'autres. Peut-être aussi de liens avec des villes plus grandes. Peut-être Villeneuve est un peu enclavée, même si c'est vrai, il y a des navettes avec Agen, mais c'est un territoire un peu isolé. Je sais par exemple que à l'hôpital la Candélie, il y a énormément de difficultés de recrutement parce que les soignants ne restent pas toujours, parce que c'est une ville qui n'est pas... c'est pas une grande métropole, Agen n'est pas une grande métropole, et les médecins qui ont aussi une vie familiale, une vie privée, restent pas forcément, ont du mal à accepter un emploi. Donc c'est pas un problème de financement d'emploi, c'est plus un problème de recrutement, qui est lié quand même au département, un petit peu isolé, un petit peu avec... il n'y a pas assez d'attractivité, d'attraction des villes du Lot-et-Garonne par rapport à Bordeaux ou Toulouse. Et oui, c'est un département quand même un peu enclavé. Donc ça, c'est quand même un problème, oui. Il y a aussi, j'y pense en réfléchissant, la désertification médicale également. Donc il est de plus en plus difficile pour la population générale, mais plus encore, de façon plus criante, pour les malades psychiques, les personnes qui vivent avec des troubles psychiques, plus précisément, de trouver un médecin généraliste. C'est difficile déjà pour eux, quand il n'y a pas le support ou l'appui d'une famille, d'aller facilement en consultation chez un généraliste, mais avec la raréfaction, c'est encore plus difficile.
Donc un problème, oui, peut-être de santé aussi, de recrutement, de soignants, de médecins. Je ne saurais pas donner une note, mais ce que je peux dire dans ce que je connais, c'est qu'il y a, même s'il y a des problèmes sociaux, des problèmes socio-économiques hein, dans une part importante de la population, il y a quand même aussi des tentatives d'aller vers une prise en charge avec le CCAS, des communes, avec ce qu'a mis en place également les conseils locaux de santé mentale. Il y a quand même des tentatives pour améliorer l'information et puis l'aide. Bon, dans les CMP, par exemple, il y a une assistante sociale, enfin, il y en a aussi à l'hôpital. Il y a quand même de plus en plus d'attention portée à... Enfin, moi, pour le problème dont je m'occupe, c'est un problème global. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui va à l'hôpital, elle doit ressortir avec un programme de soins, avec un suivi, avec un projet de sortie qui prend en compte tous les acteurs médicaux, mais aussi sociaux, l'assistante sociale, qui va permettre de trouver un logement s'il n'y en a pas, qui va permettre d'aller aussi vers les allocations, par exemple, à adultes handicapés, enfin, tous les besoins de la personne. Donc, il y a quand même un effort pour donner à la personne d'abord l'inciter et l'aider à devenir acteur de son parcours de soins, d'être au centre et d'être au milieu, en quelque sorte, d'une configuration propre à lui donner les moyens de se débrouiller. Alors, sur le plan culturel, je pense que là aussi, il y a quand même... nous avons un théâtre qui a... Enfin, juste avant la pandémie, hein, si je me réfère à l'époque qui préexistait avant la pandémie, il y avait un gros effort justement pour amener les enfants dans les écoles au théâtre, puis ensuite au collège, lycée. Il y avait quand même toute une politique d'accès à la culture en programmant aussi des pièces donc pour les enfants. Moi, je sais quand j'étais au collège, j'amenais les élèves et leurs parents le soir au théâtre. Et je n'étais pas la seule, il y avait beaucoup d'autres enseignants qui faisaient de même, dans les écoles aussi. Et donc, ils créent aussi des habitudes culturelles hein, à travers les différents âges de la vie, et à travers les différents âges scolaires aussi.
Donc il me semble que c'est un atout quand même pour le fait qu'il y ait aussi dans une aussi petite ville un théâtre, un conservatoire qui donne accès à toutes les formes d'art et de culture. Il y a beaucoup de festivals aussi l'été. Festival baroque de Montflanquin, Festival de Saint-Antoine, les guinguettes de la Maison Forte, enfin, et puis d'autres. Il y a aussi près de la Dordogne, comment s'appelle ce petit village, je n'ai plus le nom, avec beaucoup de concerts de piano. Je ne me reviens pas. Mais oui, et sur un vieux château un peu en ruine. Oui. Hein. Ça me reviendra. Oui. Enfin, il y a eu dans le passé aussi, moi je me souviens de festivals de jazz à Villeneuve. Enfin, c'est une terre quand même assez riche au niveau des festivals, de la culture. Donc je dirais que peut-être je mettrais à 6 sur 10. Hein. Alors, avec quelle personne, quel projet pensez-vous pouvoir développer ce territoire? Pourquoi? Bon, dans l'état actuel de mes possibilités, moi, je ne le conçois, enfin, je ne conçois une modeste participation que dans le domaine donc de l'association de l'UNAFAM. Hein. Donc en m'appuyant précisément sur les conseils locaux de santé mentale, sur l'hôpital avec qui nous avons de très très bonnes relations, nous participons à beaucoup de groupes de travail pour améliorer justement la situation des patients, leur accueil, leur prise en charge, leur accompagnement ensuite une fois sortis de l'hôpital. Il y a eu la création d'une maison des usagers sur laquelle nous avons travaillé pendant toute l'année 2021, qui a été inaugurée en septembre 2021, qui fonctionne et qui est un endroit vraiment pour les usagers, les familles, et propre à diffuser les informations, propre aussi à initier des projets innovants, des journées d'information, des journées thématiques sur ce qui intéresse précisément les personnes. Chaque année, il y a les semaines d'information sur la santé mentale que nous organisons souvent en partenariat avec les conseils locaux ou seuls, tout dépend, les mairies aussi. Et c'est essentiellement sur ces ressources que nous, sur d'autres associations comme Solancité par exemple aussi. Donc nous avons ce genre de partenariat et de ressources pour notre association. Les mairies aussi, puisque les mairies sont partie prenante, les conseils locaux de santé mentale sont créés à l'initiative de l'hôpital, la Candélie, mais aussi des mairies. Donc il y en a un sur Agen, un sur Villeneuve et un sur Marmande, mais qui ont aussi comme projet de s'étendre pour pouvoir couvrir tous les besoins du département. Oui, je pourrais ajouter que les partenariats se font aussi avec, par exemple, des lieux, des tiers-lieux comme la Cabane, qui devient un espace de vie sociale à Villeneuve. Je connais mieux Villeneuve, puisque j'y vis, comme le café-cantine, par exemple, aussi. Et qui sont des lieux qui sont des lieux d'accueil, des lieux ouverts et des lieux qui proposent beaucoup d'activités familiales, sur des jeux collectifs et également des cours de cuisine. Donc
les personnes qui vivent avec des troubles psychiques qui sont quand même en difficulté de relation, puisque la maladie psychique, c'est une maladie de la relation à soi, la relation aux autres, au monde extérieur, et à la réalité aussi. Donc, lorsque la personne est stabilisée, qu'elle a un programme de soins, qu'elle a un suivi, il faut aussi, le problème, c'est de renouer avec le social, d'oser reprendre des activités en milieu ordinaire, hein, parce qu'il existe des groupes d'entraide mutuelle qui sont des associations d'usagers, enfin de personnes concernées par la maladie psychique, et qui organisent des ateliers. Bon, ils ont une association comme toute autre association, un président, un trésorier, un secrétaire, mais chaque EGEM organise ses activités et sa vie interne, avec sa couleur, avec sa créativité. Et ce sont des endroits, donc ressources, où les personnes peuvent se réunir, prendre un café, participer à un atelier. Ils organisent des sorties aussi, c'est très très riche. Mais il faut peut-être développer aussi des lieux dans la ville, mais qui soient ouverts à tous, indépendamment de... vous parliez tout à l'heure des personnes invisibles, mais le trouble psychique est souvent qualifié justement de trouble invisible, parce qu'on ne le perçoit pas forcément physiquement sur la personne, parfois un peu, parfois pas du tout, mais c'est le trouble psychique a quand même un impact sur la confiance en soi, sur la façon de se relier à l'autre. Et c'est toujours un peu difficile d'aller en milieu dit ordinaire, enfin tout simplement d'aller au cinéma, d'aller au théâtre seul. Donc il est important de développer aussi des lieux, et puis les mentalités. C'est pour ça que nous sommes très 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 actifs sur des actions de déstigmatisation pour mieux faire connaître la maladie, dire vraiment ce qu'elle est, et couper court aux préjugés et aux représentations erronées surtout, hein, qui alimentent les peurs. Voilà. Je ne sais pas avec lesquels vous ne pourriez pas vous impliquer, je ne vois pas. Mais ce que je pourrais envisager, c'est peut-être davantage relier nos actions à des actions culturelles, à des actions de promotion de la vie culturelle, oui, de les associer. Je ne sais pas comment, par quel moyen, par quel biais, mais de mettre en valeur, aussi d'associer peut-être des artistes, des spectacles, des festivals, avec cette problématique. Voilà. Il y a quelque chose ou plusieurs que vous pourriez dire en conclusion, ou des éléments qui vous viennent maintenant. Oui, d'accord. Oui, auxquels je n'ai pas pensé avant. De manière générale, par rapport à l'association, par rapport à... C'est libre. Non, oui. D'accord. Je voudrais dire que moi, sur le plan personnel, je me sens reliée à tous ceux avec qui je travaille, par des fils invisibles. Et
par la confiance aussi. Enfin, pour moi, c'est essentiel dans le domaine qui est devenu le mien, par la force des choses, puisque tous les bénévoles de l'UNAFAM sont concernés par la maladie d'un proche. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que parfois, ça a été dans mon parcours en tout cas, la rencontre avec une épreuve de la vie, ça a été un élément moteur, passé bien sûr le cataclysme premier de la maladie, qui est très perturbateur pour toute la famille, hein, et c'est le cas pour tous ceux qui sont confrontés, mais ça peut devenir aussi une sorte de chemin initiatique, enfin un chemin en tout cas de changement, de compréhension aussi, et de chemin vers l'autre, vers les autres, et de l'action collective. Donc, je crois que tout est à faire dans la vie, que ce soit la vie intime, individuelle, mais la vie collective aussi, puisque une personne individuelle comme un peuple sont soumis à des mouvements internes, mais aussi qui les dépassent. Bon, et il y a une façon plus ou moins dynamique, plus ou moins constructive de les traverser, pour trouver des ajustements, se réformer soi-même pour être en plus grande écoute, en plus grand lien avec l'autre. Voilà. Et je trouve que l'association permet de faire un chemin de vie. Parler de la confiance. Oui. Est-ce que pour vous, sur ce territoire, vous sentez que c'est un territoire plutôt où cette confiance, ou différentes confiances se déploient facilement, ou c'est un territoire où il y a une forme de manque de confiance, soit en soi, soit les uns envers les autres? Alors, je pense que... ce que moi j'ai vécu, si vous voulez, moi je sens que c'est plutôt un territoire où la confiance existe. Moi je la ressens dans mon action, mais je pense aussi que ce n'est pas forcément partagé par tous. Je pense qu'il y a aussi... puisque moi je parle beaucoup de l'UNAFAM, mais c'est vrai que je pense que les personnes qui sont confrontées à des troubles psychiques manquent de confiance. Et les personnes confrontées à des personnes vivant avec des troubles psychiques peuvent aussi... dans l'ignorance de ce qu'est la maladie, peuvent aussi avoir une réaction de rejet ou de distance. Donc, ça se travaille aussi, la confiance. C'est pas quelque chose de donné. Hein, Puis ça se travaille aussi par l'action, ça se travaille par le mouvement, par l'action commune, par des événements créés ensemble. C'est la raison pour laquelle, pour tout un chacun, ça peut être une maladie psychique, mais ça peut être aussi un moment de la vie difficile à traverser, une perte d'emploi. Ça se travaille, ça se reconquiert. Hein, c'est pas donné une fois pour toutes. Et c'est un bien précieux aussi qui se cultive un peu comme l'amitié, comme l'amour. Donc, par
par un don de soi, parce qu'il faut aussi donner, il faut donner aussi de soi-même, de sa persévérance, de sa constance, de son assiduité dans une action, donc de longue durée. Et puis c'est en faisant ensemble que les choses peuvent se réaliser, peuvent avancer. Mais je pense qu'il y a quand même les populations plus fragiles, plus vulnérables ont besoin de soutien, non pas parce qu'elles sont vulnérables par essence, mais c'est parce qu'il y a quelque chose dans leur vie à un moment donné les a fragilisées. Et tout l'effort, c'est justement d'aller vers la reconquête des ressources personnelles de chacun. Voilà. Parce que nous, on travaille pour ça, pour que dans le suivi médical, dans la prise en charge précoce des psychoses émergentes, de la formation des aidants aussi, parce que c'est très important. Les aidants vont accélérer le rétablissement de leurs proches en se formant, en étant informés sur les pathologies, informés sur aussi les comportements, le faire avec les proches, les savoir-être, ce qu'on appelle les savoir-être, les savoir-faire. Et c'est vrai que les aidants familiaux, quand même, finissent par acquérir une expérience, ce que l'UNAFAM appelle le savoir expérientiel, qui est reconnu d'ailleurs par les partenaires médicaux et les soignants. Mais c'est un élan pour promouvoir les ressources en rétablissement de chacun, parce que des aidants et des personnes concernées. Voilà. Merci. Mais je vous en prie. Je vais arrêter ça.